Lorsqu'on pense innovation, on pense à la start-up qui est créée par un geek dans son garage, on pense qu'il a eu l'idée du siècle, on pense que l'innovation c'est réservé aux génies capables de prédire le monde dans 10 ou 20 ans. Ça revient à dire qu'il faut avoir de la chance. Mon père, il m'a toujours dit, la chance, on la provoque. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode pour saisir les opportunités lorsqu'il se trouve qu'on a de la chance et pour tirer les enseignements des fois où on n'a pas de chance. Alors cette méthode, elle s'appelle Lean Startup. Donc en plus d'avoir un ouvrage de référence qui colle parfaitement au thème de mes slides, le Lean Startup, il met ensemble deux mots-clés que j'aimerais vous expliquer un peu plus. Donc le Lean, c'est une méthode apparue chez Toyota en 1988 qui se concentre sur la gestion en évitant le gaspillage. Une start-up, c'est un mot un peu trop à la mode, directement associé à l'innovation. On l'utilise très souvent pour décrire les petites entreprises, mais les petites entreprises, c'est pas forcément toutes des start-up. Et parfois, il y a des grosses entreprises qui gèrent des équipes ou des projets comme des start-up. Ici, on appelle une start-up une structure qui cherche à concevoir un nouveau produit ou un nouveau service dans des conditions d'extrême incertitude. Donc, comment on évite le gaspillage quand on évolue dans des conditions d'incertitude? On travaille par itération. Le cercle ici, ça vous évoque peut-être lié avec les méthodes agiles. Si ce n'est pas le cas, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on entend par itération. Le principe, il est assez simple. Il s'agit d'avancer étape par étape. Ce qui est important, c'est qu'à chaque étape, on va délivrer de la valeur. On va tirer les enseignements de ce qu'on a fait. On va tirer les enseignements de nos erreurs ou de nos manques de chance. En fait, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est qu'on est capable d'apprendre itération après itération. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en gros, le principe, c'est qu'au début de chaque itération, on va vraiment se poser la question, ok, maintenant, avec ce que j'ai maintenant, qu'est-ce que je peux livrer comme valeur dans un temps défini? Par valeur, on n'entend pas seulement augmenter le prix du produit. On entend aussi quels enseignements on va en tirer, quels risques on va réussir à éliminer. Ce que dit Eric Ries, qui est le créateur de la méthode Lean Startup, c'est les startups qui réussissent sont celles qui parviennent à réaliser un nombre suffisamment d'itérations avant d'avoir épuisé leurs ressources. Donc c'est important que vous soyez une jeune entreprise ou un groupe qui doit faire ses preuves dans une multinationale, vous avez des ressources limitées. Donc il faut absolument éviter le gaspillage. Une autre manière de présenter ça, ça pourrait être sur un visuel que j'utilise depuis le début avec des choses pareilles, qui montre qu'il faut garder un équilibre entre le laboratoire et le marché. Ou autrement dit, entre l'effort de recherche et l'effort d'intégration. Lorsqu'on réfléchit à une solution, on fait de la recherche. On navigue le long de l'axe de recherche. Et lorsqu'on est passionné, on réfléchit toujours solution. Donc on va plus loin sur l'axe de recherche. Parce qu'il y a toujours des défauts, il y a toujours des fonctionnalités qu'on pourrait améliorer. Le problème, c'est qu'on est là, et que nous, quand on est dans le laboratoire, notre projet il nous coûte de l'argent. Ce qu'on aimerait faire, c'est le porter sur le marché. Et depuis là, l'effort pour aller au marché, il est grand. En plus, on remarque que le chemin le plus court pour aller au marché, eh ben, il nous fait revenir en arrière sur notre recherche. Et ça, c'est du gaspillage. Et en plus d'être du gaspillage, c'est extrêmement frustrant. C'est tellement frustrant qu'il y a certains qui refusent d'accepter cette réalité, qui insistent à vouloir accéder au marché en continuant la recherche, et les projets là, ils se plantent. Donc en parenthèse, quand on fait ça, on se heurte au biais cognitif des frais irrécupérables. C'est très instructif d'avoir connaissance de ce biais quand on fait de l'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est pas seulement développer des solutions incroyables, c'est développer des solutions incroyables en restant au-dessus de cette ligne. Donc si j'en reviens à mon histoire d'itération, on a une vision du produit qui est ambitieuse, mais on va déjà faire une petite étape. Là, on peut générer des revenus, et puis on continue. Et comme ça, on fait de la valeur à chaque itération. Alors ça c'est bien joli, moi je vous ai promis un mode d'emploi,
Et là, on est plutôt sur la théorie. Alors, comment on fait si on a une idée? Donc, si vous êtes comme moi, votre idée, elle va beaucoup vous occuper l'esprit. La première chose à faire, c'est prendre du recul. La laisser décanter un jour ou deux, une nuit plutôt ou deux, parce que c'est quand on se réveille le matin qu'on a les idées plus claires après. Parce que tout laisser tomber pour foncer la tête la première et travailler que sur notre idée, eh ben, ça pourrait très bien être du gaspillage. Et nous, c'est justement ce qu'on veut éviter, le gaspillage. Alors essayez d'en parler à au moins une personne. Rien qu'en énonçant votre idée, vous allez mieux la structurer, vous allez remarquer les incohérences. On peut même expliquer notre idée à un ours en peluche. Ça se fait, je suis sérieux. Et ensuite, il faut sortir du bureau. Alors l'image, elle est un peu brutale, mais elle exprime bien le sujet. Sortir du bureau, c'est inconfortable. On a peur de découvrir que notre idée, elle n'est pas si bonne que ce qu'on espérait. Mais plus on va de l'avant, plus on parle des inconnus, et plus les objections, elles sont brutales, elles sont violentes. C'est encore plus vrai si notre projet, il est médiatisé. À ce moment-là, être entraîné à répondre aux objections, c'est vraiment une bonne chose. La question que vous pouvez alors vous poser pour réussir à vous convaincre vous-même, c'est est-ce que je préfère découvrir demain que mon idée, elle est mauvaise, ou est-ce que je préfère travailler 3 ans dessus, et ensuite découvrir que mon idée, elle est mauvaise? Si vous répondez que vous préférez bosser dessus, c'est que ça vous passionne, c'est très bien, mais c'est un passe-temps, c'est pas un business. Un autre frein qu'on pourrait avoir à aller parler de notre idée, c'est de penser qu'on va se la faire voler. Alors, un point. Franchement, on a une idée, on se la fait pas voler. Ça, c'est mon point de vue. Si une personne peut s'intéresser suffisamment à notre idée pour en faire quelque chose de concret, c'est un entrepreneur. L'entrepreneur, a priori, il a trop d'idées déjà. Ce qu'il fait, c'est en train de chercher du temps pour expérimenter un maximum de ce qu'il a sur la table. Et s'il s'intéresse vraiment à votre idée, alors associez-vous avec lui. Après, à ce stade, tout est à faire et la seule valeur qu'elle a votre idée, c'est vraiment d'être capable d'en tirer des enseignements, de créer de la valeur. Juste l'idée, ça vaut pas grand-chose. Désolé. Mais admettons que cette idée, elle vaut la peine d'être protégée. Je viens de faire un énorme blabla, mais en vrai, c'est quand même ce qui arrive le plus souvent. C'est le cas lorsque c'est un mécanisme particulièrement intéressant et particulièrement ingénieux qui est la clé du produit. Bon, ça reste une minorité des projets. Mais c'est surtout le cas lorsqu'on a déjà développé une solution et que cette solution, eh ben, on aimerait la valoriser, on aimerait en faire un produit. Alors à ce moment-là, on est plutôt en train de chercher un problème à notre solution que chercher une solution à notre problème. Donc si c'est la solution dans laquelle on se trouve, si c'est la situation dans laquelle on se trouve, ce que je vous conseille de faire, c'est de sortir du bureau. J'insiste. Mais on ne va pas parler de solutions, on va parler des problèmes. On va tester les problèmes. Il faut savoir que tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on imagine, c'est des hypothèses, c'est rien d'autre que des hypothèses. On se dit, ouais, j'ai quand même pas passé du temps à tester le problème, j'ai assez entendu, il y a tout le monde qui dit, ouais, ça c'est un vrai problème, j'ai même entendu à la radio, j'ai entendu au téléjournal. Non. La certitude, c'est des hypothèses. Tant qu'une hypothèse, elle n'est pas validée, on prend un risque de considérer qu'elle est vraie. Il ne faut pas confondre une hypothèse et une vérité. Ça risque d'entraîner à du gaspillage. Donc, ne pas tester le problème, c'est un piège ultra courant. Cette semaine encore, on était sur un projet avec lequel on bosse avec un partenaire qui se trouve être juste là. Et on s'est dit, et tiens, et si on prenait un peu de recul? Alors, on a mis toutes nos certitudes sur des post-it. Et ça, c'est bien parce qu'on peut facilement s'en débarrasser. On peut facilement en rajouter, les déplacer. Donc, le tableau que vous voyez là, c'est Lean Canva. C'est une méthode Running Lean qui introduit cet outil. Et c'est également une lecture que je vous conseille, même si bon, les couleurs, elles donnent moins bien avec mes slides. Cette méthode, elle amène des pistes très concrètes pour la mise sur le marché d'un produit, sur la mise en pratique du Lean Startup. En fait.
Donc, avant de découvrir cette méthode, je voyais très bien comment on pouvait tirer des enseignements à partir du moment où on avait un démonstrateur fonctionnel. Mais quand on développe un produit complexe, avoir un démonstrateur fonctionnel, eh ben, c'est déjà un sacré boulot. C'est déjà potentiellement un gros gaspillage. Et ce qu'on veut absolument éviter, c'est l'effet tunnel. Ouais, non, pas l'effet tunnel de la physique quantique. L'effet tunnel, c'est le fait de découvrir à sa sortie si notre produit il est bon ou pas. Si ça se trouve, on s'est complètement trompé de cible. Si ça se trouve, on pensait que les courses cyclistes, on voulait les aider à faire du chronométrage. Et en discutant avec nos prospects, on se rend compte qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Mais une des personnes qu'on a interrogées, ben, il a un cousin qui gère un supermarché, et puis dans le supermarché, ils ont justement ce problème-là. Il lui en a justement parlé l'autre jour. Alors ça, c'est une opportunité. Le même enseignement, lorsque notre produit il est vendu dans les magasins de sport, c'est pénible. Quand on tombe sur ce genre d'opportunité, on a le choix de changer de cible et rester sur le même problème. À nouveau, c'est ce qu'on va faire si on a déjà la solution derrière la tête. Ou rester sur la même cible et s'intéresser à des problèmes qu'on n'avait pas imaginés à la base. C'est plutôt ce qu'on va faire si on a imaginé un service pour ce type d'activité. Vous avez compris qu'à aucun moment, on a eu besoin de parler de notre système révolutionnaire qui fonctionne à base d'intelligence artificielle et de blockchain. On a uniquement cherché à savoir si le problème du chronométrage, c'est quelque chose qui les embête, c'est quelque chose qui les agace, qui leur pourrit la vie, ou c'est juste quelque chose qu'ils ne font pas. Une fois qu'on a validé qu'on peut résoudre les vrais problèmes pour une cible bien définie, on peut s'attaquer à la solution. Alors c'est souvent à ce stade-là qu'on commence un projet. Dans une entreprise établie, les problèmes ils sont quand même assez bien identifiés et moi j'ai jamais refusé de démarrer sur un projet parce que le problème il ne me semblait pas assez bien identifié. Alors comment on teste la solution en évitant un maximum le gaspillage? Donc selon moi, si on a bien validé le problème, on est capable de faire un cahier des charges. Et ce cahier des charges, on peut le décliner en une démonstration non fonctionnelle. Ça peut être une vidéo, ça peut être des slides, ça peut être une vue 3D si c'est un produit physique, ou de l'impression 3D, pourquoi pas. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est une ébauche de fiche produit. Cette fiche produit, c'est un peu comme la page de notre site, la page d'accueil de notre site, sauf qu'on va la présenter directement aux gens. On va pouvoir la montrer, observer leurs réactions, et on va pouvoir répondre à leurs interrogations, et du coup les rajouter sur la fiche produit. Tout ça, c'est des enseignements qu'on va pouvoir ajouter au fur et à mesure, et on fait des itérations. Donc, petite parenthèse pour le dépôt d'un brevet, c'est juste avant cette étape-là qu'il faut le faire, parce qu'à partir de là, on parle de la solution à nos clients. Une des autres choses à tester, c'est le prix. Alors, ça a l'air de rien, mais si vous avez plein de signaux positifs, eh ben, les gens ils vont vous faire des compliments. Les compliments, ça ne vous assure pas qu'ils vont dépenser de l'argent pour avoir votre solution. Hein. Donc plus le prospect il est capable de se représenter fidèlement votre solution, plus on devrait être capable de le faire s'engager sur un prix qui est proche du prix final. Basé sur une fiche produit, on essaye de faire un site pilote pour 40 à 50% du prix final. Si vous avez développé un logiciel, généralement on fait 100% du prix final, mais on essaye de les attirer avec une période de gratuité et de test avec eux, et aussi d'être dans les premiers. Parfois on tombe sur des clients qui sont totalement d'accord de prendre le risque, et puis qui vont même investir pour soutenir l'innovation. Là on parle plus d'investisseurs que de prospects. Le piège à ce stade, ce serait de trop vouloir tester l'idée, et du coup de la mettre gratuitement à disposition. Alors si on fait le gratuitement, comment on valide que notre idée a suffisamment de valeur pour que les gens ils dépensent de l'argent pour cette idée? Si je suis capable de donner ma voiture au premier passant dans la rue, qu'est-ce que j'ai validé? Que je suis un bon vendeur, non? Que ma voiture elle vaut un certain montant, non plus? Que quand on fait un cadeau à quelqu'un, il l'accepte? Ouais, peut-être, mais bon, ça ne va pas nous aider à faire grandir notre business. Hein.
Donc lorsqu'on a réussi à faire s'engager des futurs utilisateurs pour un prix, et seulement là, on peut développer la solution. Je ne vais pas trop m'attarder sur le développement technique de la solution, mais vous avez compris, on va le faire de manière itérative. La chose à savoir, c'est que pendant cette phase, on va tirer très peu d'enseignements. Donc on va vouloir qu'elle soit le plus court possible. Et le produit à développer, il doit vraiment être réduit au minimum du minimum. C'est au moment du lancement, dès qu'on met le vrai produit dans les mains du vrai utilisateur, qu'on va tirer le maximum d'enseignements. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on va améliorer ce qu'on mesure. Donc dès le début, il faut être capable de prévoir des stratégies pour mesurer la réaction des utilisateurs. Alors ça peut être simplement en les observant, en les questionnant, mais ça peut aussi être en faisant des tests A/B. Donc les tests A/B, ou split test, c'est quelque chose qu'on fait quand on sépare les utilisateurs en deux groupes, et puis un des groupes, il teste malgré lui une nouveauté. Donc il n'est pas au courant et il fait partie du test. Donc là, si on tirait des enseignements, il va falloir faire des hypothèses. Du style, moi je pense que 5% des utilisateurs, il va y avoir 5% d'utilisateurs en plus qui vont acheter mon produit si je mets le bouton acheter en rouge plutôt qu'en bleu. Et puis c'est bien ces tests A/B parce que même si vous n'êtes pas un produit logiciel, eh ben, vous pouvez quand même le faire. Par exemple sur votre fiche produit ou sur la page d'accueil de votre site. Personnellement, je le fais sur à peu près tout. Les offres, les outils de gestion de projet, la manière de tourner mes salutations dans les mails, j'essaye. Une bonne manière de se simplifier la vie et d'éviter les pièges qu'on a vus jusqu'ici, c'est de démarrer avec un service. Alors déjà, c'est plus facile de vendre un service qui n'est pas 100% abouti que de vendre un produit. Ensuite, développer un service, c'est une excellente manière de mieux comprendre l'utilisateur, puisqu'il va clairement venir exprimer les problèmes vers nous. Le produit, il va vous servir à être plus efficace dans le service que vous rendez à votre client. Un exemple que je peux donner, que je connais parfaitement bien, c'est notre propre service d'ingénierie pour les expositions et les centres de loisirs et les escape rooms. En offrant des solutions sur mesure, on a pu identifier certains problèmes récurrents. Par exemple, détecter et reconnaître un objet qui est posé sur un emplacement. La solution qu'on a développée, c'est un lecteur sans contact. Je ne suis pas en train de la vendre, je vous parle juste de l'exemple. Quand on a un nouveau projet qui pourrait utiliser ce lecteur, soit notre solution elle fonctionne telle qu'elle, c'est parfait, soit il faut l'améliorer. Et là, on s'est mis une règle. On l'améliore pour ce projet spécifiquement. On se refuse d'aller faire des inventions qui vont solutionner des problèmes qu'on n'a pas encore. Et donc là, par exemple, on est à notre 3e itération, et puis à chaque fois on l'améliore, et puis on a de moins en moins souvent besoin d'aller l'améliorer. Là, vous voyez que j'ai intuitivement validé ma cible, testé le problème, testé la solution, et développé un produit de manière itérative. Si je reviens à ma graphique recherche-intégration, vous aviez peut-être remarqué quand le laboratoire et le marché, il y a une ligne démonstrateur pièce unique. C'est une zone où le produit il fonctionne, il est stable. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il est sur le marché parce qu'on n'a pas de système de distribution, de service après-vente, etc. Par contre, vous l'utilisez, ce produit, parce que vous rendez le service grâce à ça, et vous générez de la valeur. Ben, le jour où vous le souhaitez, hop, vous le mettez sur le marché. Alors, est-ce qu'après tout ça, on peut vraiment dire qu'il faut avoir de la chance? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être un génie visionnaire pour innover? Merci de m'avoir écouté, merci à Simarc de m'avoir invité, et aussi d'être à vos côtés depuis le début et d'être un vecteur de l'innovation en Valais. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions, on peut y répondre, et puis sinon, on peut boire des verres.